Bonsoir, merci d'être fidèle à ce rendez-vous ou bienvenue si c'est la première fois. Alors effectivement, nous avons avancé d'une semaine le rendez-vous dit du premier lundi du mois parce que tout simplement lundi prochain, nous aurons un débat important à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis puisque ce sera le vote du budget. Et donc, ça va se faire entre 16 heures et 20 heures. Donc, je ne pouvais pas assurer ce rendez-vous. Donc, on a décidé de l'avancer, d'autant plus qu'il y avait un certain nombre de questions qui étaient posées et récurrentes. Donc, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Alors, d'abord, puisqu'on parle fiscalité avec la CASA, c'est déjà une bonne nouvelle pour les habitants de la CASA et donc de Villeneuve-Loubet, c'est que la taxe des ordures ménagères, qui est déjà une des plus basses par rapport à toutes les autres communautés d'agglomération, va baisser. Et donc, au moment où la métropole est contrainte d'augmenter sa taxe de 2 points, c'est-à-dire pas loin de 40 à 50 euros pour chacun, dans notre collectivité, la taxe des ordures ménagères va baisser. Alors c'est vrai que nous, sur le plan fiscal, nous avons annoncé une hausse de nos taux, mais particulièrement sur la taxe d'habitation qui pèse désormais uniquement sur les résidences secondaires. Parce que l'événement de cette année, c'est que plus personne ne paye la taxe d'habitation dans toutes les communes de France, puisque même les plus aisés en sont exonérés. C'est la réforme voulue par le président de la République, qui était sa promesse de campagne de 2017 et qui pour moi reste une absurdité puisqu'elle avait l'avantage de permettre à tous les citoyens d'être responsables devant l'impôt, ce qui est le fondement même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Désormais, dans toutes les communes de France, vous avez ceux qui sont riches et locataires qui ne payent pas l'impôt, et ceux qui sont pauvres mais propriétaires qui payent l'impôt. Voilà. Le Conseil constitutionnel lui-même avait trouvé cela pas très conforme et avait demandé au président justement d'étaler par tranches successives cette disparition. Mais aujourd'hui, en 2023, vous avez deux catégories de citoyens dans les communes ou dans les agglomérations. Et je pense qu'il faudra bien un jour remettre les choses à plat. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour ceux qui ne paieront plus la taxe d'habitation. Et donc, il n'y aura plus que ceux qui, propriétaires, doivent payer la contribution. Ceux qui ont des résidences secondaires sur notre commune ne payaient pas beaucoup dans la mesure où la taxe d'habitation était très basse, puisqu'elle est juste la moitié de la moyenne départementale. Nous étions à 12,26, on va la faire passer à 12,60 et quelques, et ça sera bien loin des 25, 26 départementaux. Et pourquoi sur les résidences secondaires? Parce que nous souhaitons accompagner le mouvement qui s'est déjà enclenché avec notre fiscalité, c'est de remettre sur le marché des logements pour tous et non pas de garder des logements qui restent vides ou alors dans une sorte de commerce non déclaré de l'Airbnb et qui fait que c'est un préjudice pour tous. Bien entendu, à partir du moment où on augmente la taxe d'habitation, la loi exige que toutes les autres taxes augmentent de manière corrélative. Et donc, le foncier bâti va légèrement, effectivement, aussi augmenter. Mais compte tenu de toutes les charges que les collectivités ont, il était difficile d'y échapper. Je rappelle quand même que nous avons une inflation qui reste forte, dont nous ne savons pas ce qu'elle sera dans le courant de l'année, que le coût de l'énergie est toujours bien là, et que malgré les chèques divers et variés que l'État offre aux uns et aux autres, il ne les offre pas forcément non plus aux collectivités. Il y a nos contrats qui nous garantissent, mais nous avons des revalorisations qui arrivent. Et puis, il y a tout ce qui est l'alimentaire, par exemple, dans nos cantines. Nous ne répercutons pas l'augmentation des denrées alimentaires sur nos tarifs de cantine. Je rappellerai que les tarifs de cantine, ça évolue pour les plus faible revenu à 1,20 € pour tout le monde, à 4,30 €, 40 voilà, donc on ne peut pas dire que ça soit insurmontable, mais nous ne voulons pas non plus taxer plus que de raison les denrées alimentaires que nous subissons. Donc voilà, c'est juste pour en parler. Alors, on lit dans la presse des titres assez étonnants. C'est que dans des communes où ça va augmenter très fortement
on fait semblant de croire que les taux n'évolueront pas, mais les impôts seront quand même bien là. Et puis, pour ce qui nous concerne, on a su titrer comme il fallait, mais on l'assume totalement, car on peut toujours faire des économies supplémentaires, mais ce sont des choix que nous faisons. Par exemple, la jeunesse, les enfants, c'est une charge pour la commune de 170 000 euros net supplémentaires à ce que font d'autres communes, avec par exemple des centres de loisirs pendant les vacances pour tous, indépendamment des centres de loisirs classiques, mais les petits musclés dans le sport, les petits curieux dans la culture, où c'est gratuit, où ça permet vraiment à toutes les familles d'avoir un encadrement de qualité, mais sans rien payer. Ou tout simplement les médiateurs que nous avons autour du collège qui assurent la sécurité avec la DOSPHER des enfants qui se trouvent au collège. C'est unique dans le département, nulle part ailleurs ça n'est fait. Et nous considérons que les 70 000 euros que nous mettons dans ces médiateurs sont bien utilisés, puisqu'entre le pôle culturel, le parc des sports, à côté de la gendarmerie, nous avons une vraie sécurité pour les jeunes collégiens et personne ne vient y traîner autour comme ça se fait dans bien d'autres établissements. Donc voilà, c'est des choix que nous assumons pleinement. Par ailleurs, bien sûr, il y a les investissements qui sont nécessaires, de nouveaux quartiers qui vont se développer, dans lesquels il faut faire des infrastructures adéquates, des jardins qu'on va continuer à développer. Donc tout ça, ça représente bien sûr des charges. La charge la plus importante, c'est celle du personnel, parce que l'État a revalorisé les indices des agents de la fonction publique territoriale et évidemment, toutes les collectivités ont dû subir des hausses considérables qui se répercutent pour toute l'année à venir. Cela étant, nos taxes restent quand même toujours les plus basses du département. C'est quand même bien de le dire. Pour des communes comparables à la nôtre, commune littorale, nous sommes plus bas que tous et nous sommes pratiquement à égalité avec Mandelieu. Mais Mandelieu a des ressources que nous n'avons pas, par exemple un casino qui procure quand même quelques recettes. Mais c'est vrai que nous nous comparons souvent à la ville de Mandelieu parce que nous travaillons un peu dans le même esprit, mais avec un peu moins de ressources que la ville de Mandelieu. Donc voilà, c'était important quand même de parler de ce que vous découvrirez au mois de septembre et qui fera d'autres commentaires sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir pour la circonstance. Bien sûr, bien d'autres questions m'ont été posées. J'ai évoqué tout à l'heure la taxe des ordures ménagères et notamment, plus particulièrement, quelqu'un m'a évoqué la collecte des déchets sur un secteur de la commune, l'avenue de la Colline. Ben, l'avenue de la Colline, en principe, elle est traitée comme tout le monde. Il n'y a pas de raison que ça soit différent. C'est une voie privée qui est toujours privée et sur laquelle un jour on essaiera peut-être de faire en sorte que les heureux propriétaires riverains veuillent bien nous céder la voirie pour qu'on puisse s'en occuper totalement, puisque là, on n'est pas chez nous. Elle est ouverte au public, mais on n'est pas chez nous. Bien sûr, la collecte se fait quand on veut bien être garé aussi correctement dans le quartier. Et puis, sur les points d'apport, nous sommes bien conscients qu'on peut toujours mieux faire, mais nous dépendons de la CASA, c'est la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis qui le gère, puisque la taxe des ordures ménagères que vous payez va intégralement à la CASA, à la communauté d'agglomération. Donc c'est avec elle que nous devons discuter pour pouvoir faire un point d'apport supplémentaire. Il y en aura un dans le quartier avec le nouveau cœur des Morettes, c'est prévu. Donc c'est quand même pas si loin que ça de l'avenue de la Colline, hein, ça va se faire. Et puis vous pouvez bien sûr prendre contact avec les services de la CASA à ce sujet ou nous envoyer un mail et on fera le relais en la circonstance. Voilà pour ce qui concerne les déchets. Alors je crois qu'il y avait d'autres questions qui sont arrivées. Oui, alors il y a plusieurs questions qui concernent la circulation sur la RN7 et la façon dont vous allez gérer l'arrivée de grands frais, Lidl qui est déjà là, Action qui va arriver, et donc la population que ça va amener, les problèmes de circulation, et comment vous allez vous assurer que vos concitoyens ne souffrent pas trop de tous ces désagréments. Eh bien moi je suis persuadé que nos concitoyens vont mieux se porter après que ce qu'ils se portaient avant. Simplement, avant, vous étiez habitué à une situation qui n'était pas meilleure. Moi, personnellement, je suis sur la commune depuis près de 40 ans et ça fait près de 40 ans que je circule mal sur la 7
Et même quand on avait à l'époque l'avenue du Docteur Lefebvre, elle était embouteillée jusqu'au carrefour des Morettes, devant le camping qui porte ce nom. Et la mémoire est courte. Simplement, à l'époque, on avait des entrepôts plus ou moins désaffectés, on avait des hangars aussi, et ça n'empêchait pas la circulation. Et contrairement, et je le dis et je le répète à chaque fois, ce n'est pas le logement qui crée des problèmes de circulation, c'est l'emploi, c'est le travail. Dans le secteur des Morettes, il y a 600, 700 sociétés, il y a 7000 emplois. Et donc, tout naturellement, pour venir y travailler et en repartir, et ça pose quelques problèmes de circulation. Et il y a aussi des clients, dont les gens du quartier aussi eux-mêmes, qui peuvent peut-être s'y rendre à pied, pas tous, hein, effectivement, pour lesquels c'est un peu compliqué. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons édité dans Parole de Grenouille. Si vous ne l'avez pas eu, je souhaite que vous puissiez vous le procurer dans les services municipaux, que vous nous le demandiez. Nous avons fait un supplément interne qui parle spécialement de tout ce qu'il faut savoir sur le cœur des Morettes. On ne peut pas mieux dire, et notamment une carte avec tous les axes de circulation que vous avez en rouge, qui vont s'ouvrir et qui n'existaient pas jusqu'à présent. Ce qui va permettre justement de desservir les nouveaux résidents, par exemple les terrasses de Lascaris ou Villanova qui est en chantier, et donc qui devrait permettre de fluidifier la circulation, y compris sur la 7 ou le Docteur Lefebvre, puisqu'il y aura un exutoire interne parallèle. Mais on n'en reste pas là, bien sûr. Nous travaillons avec le département, puisque nous sommes sur une route départementale. La 7, c'est aujourd'hui une route départementale. Et le département travaille pour faire un rond-point au carrefour des Morettes. Les choses avancent plutôt bien. Travail également, nous avons une réunion avec Marie Benassayag et la direction des routes il y a 10 jours de cela. Travail sur le carrefour des Cavaliers, mais qui est lui plus compliqué parce qu'un rond-point n'a pas d'espace possible, donc va quand même travailler sur le secteur. Et puis enfin le carrefour du Docteur Lefebvre. Donc voilà, quoi, je veux dire. Oui, aussi. Alors, pour essayer d'améliorer les choses en ce moment, nous faisons en sorte de faire des tests avec les feux clignotants. Alors, les feux clignotants, comme toujours, on est partagé entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. D'ailleurs, quand on ne fait rien, il y a aussi ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais ça, c'est habituel. Les feux clignotants, ça existe dans beaucoup de villes du monde, d'Europe. Et si vous allez à Saint-Rémy, vous serez aperçu qu'en plein cœur de ville, il y a des feux clignotants et pourtant ça se passe bien. Ce qui veut dire que les Italiens sont peut-être plus respectueux du code de la route que les Français. C'est une bonne nouvelle, hein, parce que ce n'est pas l'idée qu'on s'en faisait. Et donc on ne voit pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas non plus sur la 7. Car d'abord, des passages protégés n'ont pas tous des clignotants et pourtant ce sont des passages pour piétons. Et donc, dans les heures de pointe, le système de clignotant s'avère quand même mieux et permet de fluidifier les choses. Il y a des habitudes à prendre, du respect à avoir. C'est une question de temps. Ça ne peut pas fonctionner du jour au lendemain. C'est vrai qu'on rencontre toujours des gens qui ne respectent rien. Le carrefour du Docteur Lefebvre, nous ne le mettons pas en clignotant parce qu'il est trop important et parce que le piéton décemment ne peut pas traverser à cet endroit-là. Donc nous le maintenons avec un feu rouge et un feu vert et nous essayons de voir comment on peut modifier avec un boîtier la pression à la demande comme nous l'avons fait au carrefour des Rives, dans le rond-point des Rives, où on peut traverser en sécurité. Mais ce carrefour va être travaillé également par le département, donc ça prend du temps, bien sûr, hein, parce que les études, on ne fait pas des études comme ça, donc il faut travailler. Après, il y a les emprises foncières, par exemple, sur le carrefour du Docteur Lefebvre, il y a une multitude de petits propriétaires. Donc c'est plus compliqué pour discuter ou pour faire une opération d'expropriation. Voilà pourquoi, alors qu'on pensait qu'on irait plus vite sur le Docteur Lefebvre au départ, parce que l'emprise est plus facile à réaliser, finalement, on se rabat sur le carrefour des Morettes. Mais ce n'est pas plus mal parce que nous avons toujours souhaité que l'on traite d'abord la gare et ses abords. Donc voilà, les choses avancent, ça prend du temps. Et l'expérience des clignotants, nous souhaitons voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais on n'a pas arrêté de décision définitive. Nous verrons
dans les mois qui viennent comment il nous faut agir, surtout quand on aura les nouvelles voiries qui vont s'ouvrir. Les voiries dont j'ai parlé tout à l'heure, au cœur des Morettes, ça sera d'ici l'automne. Nous allons entamer un chantier. Et donc, le futur boulevard du Général de Gaulle entre Morettes et Cavalier sera ouvert à l'automne, je pense, et permettra une meilleure circulation pour accéder au cœur des Morettes, comme on l'appelle. Un mot pour les grandes surfaces qui s'intéressent à notre secteur. Alors, je vous dirais que si vous avez des enseignes qui s'intéressent au cœur des Morettes, c'est qu'eux ont jugé qu'on ne devait pas y circuler si mal que ça. Parce que sinon, ils ne viendraient pas s'installer, investir, en sachant que la clientèle ne peut pas être là. Donc, ça prouve bien qu'on peut circuler, nonobstant les heures de pointe, c'est certain. Et donc, les travaux que nous ferons devront améliorer les choses. Alors, je lis ou j'entends des commentaires assez, comment je pourrais dire, un peu particuliers quand même, sur une clientèle qui ne serait pas fréquentable par rapport à une autre qui le serait. Bon, il en faut pour toutes les bourses. Action, c'est un niveau certes plus modeste, mais qui permet à bon nombre de nos concitoyens, et pas simplement les plus modestes, il y en a d'autres qui vont dans les magasins d'Action. Et puis Lidl également, ça avait été dit au départ, finalement on s'aperçoit que Lidl, ça fonctionne. Et puis Grand Frais demain, donc vous voyez, il y en a un petit peu pour tous. Et quant à la population que ça amènerait, ça va déjà servir la population qui vit chez nous, c'est déjà pas mal. Et ça attirera un périmètre autour, mais l'action de Nice restera l'action de Nice. Pourquoi voulez-vous que les gens de Nice aillent voir l'action de Villeneuve-Loubet plutôt que l'action qu'ils ont chez eux, puisque c'est la même boutique. Donc on n'a pas d'angoisse métaphysique particulière, et on se dit que tout ça, c'est toujours avoir peur du changement. C'est drôle quand même, notre mentalité de Français bien de chez nous, c'est que quand rien ne se passe, c'est pas satisfaisant, mais dès qu'il se passe quelque chose, c'est inquiétant. Eh bien oui, c'est la vie, et nous avons confiance dans la vie et nous ne craignons pas l'avenir. Voilà, c'est donc nous pensons que les problèmes doivent être résolus en bougeant et non pas en dormant. Ce secteur-là a dormi 30 ans et il s'est enquisté. Il est devenu moche, une horreur affligeante, consternante, dans lequel ceux qui vivent à côté s'en sont même plus rendus compte que c'était moche, mais c'était vraiment bien moche. Et très désagréable. L'entrée de ville pour arriver sur Villeneuve-Loubet par la 7, si on en est satisfait, nous non. Voilà pourquoi il se passe des choses. Il va y avoir le Steak and Shake aussi qui va ouvrir. C'est un drive. Et lui, il a fait le pari qu'il aurait des voitures qui rentrent et qui sortent. Et vous verrez que ça rénovera ce qu'on avait appelé la fontaine lumineuse, qui ça a aussi été bien moche. Bien moche avec des squats à l'intérieur, avec des gens qui vivaient dans des conditions indécentes. C'est aussi cela que nous supprimons. Et donc, le logement, je le dis, il est de qualité. La population qui est dans ces logements aussi, on nous a dit, oh là, qu'est-ce qu'on va avoir dans ces logements? Je vous assure, on a monsieur tout le monde, parce qu'aujourd'hui, pour se loger, c'est compliqué. Et j'avais un mail d'un Villeneuvois qui m'écrivait, et que je remercie, Alexandre Giaquero, qui me faisait part des difficultés aujourd'hui pour se loger dans le privé, et qui fait que 80% de nos concitoyens, qu'ils le veuillent ou non, sont condamnés à demander un logement dit social qui est en fait du logement pour tous. Les terrasses de l'Ascaris, ce jeudi, nous allons faire une inauguration un peu symbolique pour montrer que tout le monde y vit. Dans les terrasses de l'Ascaris, où on a des logements de qualité qui ne départent pas du tout ce qu'il y a autour, au contraire, qui l'embellit par rapport à certains entrepôts que nous avions. Eh bien, c'est des gens qui ont 87 ans, 75 ans, des couples avec des enfants, des jeunes qui sont seuls. C'est un véritable mixte, et un reflet de notre population, et tout se passe très bien, au-delà de tous les quartiers de Villeneuve et des comportements des uns et des autres. Vous savez, quand je regarde les dépôts d'encombrants dans notre commune, ce n'est pas dans ce secteur-là que j'en trouve le plus. J'en trouve dans des quartiers beaucoup plus résidentiels où visiblement ceux qui vivent là se préoccupent absolument pas de savoir que la déchetterie, c'est gratuit. Il suffit d'aller à la colle avec sa carte d'identité et qu'il suffit d'appeler
la CASA pour convenir d'un rendez-vous pour qu'on vienne prendre dans l'immeuble vos encombrants. Non, il y a des gens qui s'en moquent éperdument, ils vivent là, ils ne savent même pas s'ils sont vraiment à Villeneuve ou pas. Et puis, ils ont quelque chose qui les dérange, ils le mettent dehors en disant ça sera bien ramassé. Il faut que vous sachiez qu'à ce moment-là, quand ce n'est pas fait par la CASA, la commune, bien sûr, ne fait pas comme d'autres communes voisines, on ne laisse pas s'entasser, donc c'est les services municipaux qui interviennent, et ça nous fait dans l'année 35 tonnes, vous entendez bien, 35 tonnes à ramasser, mais avec un coût aussi sur le budget de la commune, qui n'est pas le budget de la CASA et de la taxe des ordures ménagères. Donc, les comportements des uns et des autres, la qualité des gens qui viendraient par rapport à ceux qui sont déjà là. Le maire que je suis a une vision beaucoup plus globale des choses et connaît bien plus les situations que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, il y a encore une petite question concernant la circulation, mais qui c'est plus sur la sécurité. On demande si c'est possible de peindre au sol sur l'avenue du Bosquet la limitation à 30 pour rappeler que ce n'est pas une autoroute. Voilà, ben c'est exactement ce qu'on s'est dit sur l'avenue de la Grange-Rimade et de la Liberté. On a peint sur le sol des 30 et on a des panneaux aussi où il y a marqué 30 et on voit bien que tout le monde, beaucoup trop, ne le respecte pas. Donc on a même aussi des plateaux traversants que l'on ne respecte pas plus, ce qui nous fait d'ailleurs être menacés par les chauffeurs de cars de ne plus circuler sur ces voies parce qu'ils considèrent qu'il y a trop de plateaux traversants. Ils nous demandent de les enlever, ce qu'on ne fera pas, bien sûr. On leur demande simplement, eux aussi, de rouler à 30 à l'heure et non pas à 40 ou 50, où effectivement, le plateau traversant, le dos d'âne à 40-50, c'est un peu violent. Tandis que si on l'aborde à 25 à l'heure, les choses se passent mieux. Donc, avenue du Bosquet, oui, bien sûr, on peut intervenir, faire un marquage au sol, mais très franchement, malheureusement, on peut marquer tout ce qu'on veut, on peut mettre tous les panneaux qu'on veut. Il y a des gens pour qui c'est comme si on ne faisait rien, quoi. C'est même pas un décor dans le paysage. Et donc, c'est souvent l'obligation de mettre des policiers municipaux qui font des contrôles inopinés, qui permet un peu de calmer tout ce petit monde. Alors, dernière question sur la circulation, mais qui concerne un bus scolaire de Tortue qui mène à l'école maternelle Oui, sur le secteur de la 7 notamment, oui. Voilà, écoutez, sur les transports, là aussi, nous ne sommes plus maîtres du jeu puisque les entreprises de Villeneuve qui ont plus de 9 salariés payent le versement transport qui va à la CASA et c'est la CASA qui est l'organisateur du transport sur la commune. Donc nous nous sommes positionnés pour avoir sur la 7 un jour un bus en site propre, c'est-à-dire avoir un séparateur de voies qui permette de faire circuler le bus. Le problème, c'est que tout est propriété privée, et même si c'est des emplacements réservés, on ne peut pas le réaliser tout de suite. C'est pour ça que je disais la fois dernière, nous avons accepté le principe de la piste cyclable et des trottoirs élargis en attendant qu'on puisse intervenir. Les recettes du versement transport sont mobilisées pour le moment essentiellement sur Antibes et Sophia Antipolis, puisque là, vous avez ce qu'on appelle le bus-tram, et qui est quand même quelque chose qui coûte cher, qui a nécessité aussi un emprunt. Et donc, toutes les lignes autour ne peuvent pas être forcément donner satisfaction, parce qu'on constate aussi que, selon les demandes, une fois qu'on compte les gens qui vont dans le car, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait apprécié puisque ça n'est pas fréquenté. Alors concernant le transport scolaire, j'ai transmis cette demande à Marie Benassayag, notre première adjointe qui est déléguée au transport et notamment à la CASA, qui connaît bien ces sujets depuis très longtemps et qui se fera l'interlocuteur auprès des services de la CASA pour voir de quelle manière on peut répondre à cette demande que jusqu'à présent nous n'avons pas eue. C'est bien la première fois que je lis ça, donc on va la regarder et on tâchera de voir si on peut apporter une réponse pertinente ou positive. Par exemple, nous avons demandé à la CASA, lors de la réunion qui s'est tenue la semaine dernière, qu'il puisse y avoir une ligne avec le nouveau cœur des Morettes vers Biot, en passant par l'avenue de Vaugrenier. C'est demandé par les riverains depuis longtemps et nous pensons qu'il y aurait une logique d'aller de Biot, qui est aussi émergé dans Sophia,
sur le cœur des Morettes où il y a la gare et de pouvoir après prendre la ligne départementale. Donc, c'est des demandes que nous faisons, mais tout ça a un coût. Nous ne sommes pas tout seuls. Il y a 24 communes dans la CASA et donc il y a bien d'autres demandes. Alors, dernière question qui concerne la problématique de l'eau et de la sécheresse, avec une dame qui s'inquiète de savoir avec quoi les camions nettoient la voirie. Quel type d'eau? Eh bien, avec l'eau que je bois tous les midis et soirs chez moi. Voilà. C'est pour ça que nos camions, nos rues sont très belles, parce que l'eau est potable. Alors évidemment, c'est une hérésie, mais découvrir ça en 2023, c'est tant mieux. Nous l'avons dit depuis bien longtemps, hein, mais le système tel qu'il fonctionnait voulait qu'on ne s'en préoccupait pas, et puis le prix de l'eau, c'était pas cher, n'est-ce pas? Je vous signale que pour nous, nous considérons que le tarif de l'eau doit être différencié. C'est pour ça que nous avons, avant que l'on transfère là aussi nos responsabilités à la CASA, nous avons fait 4 tarifs sur la commune. Un tarif jusqu'à 120 mètres cubes qui est très bas, y compris jusqu'à 170 mètres cubes pour ceux qui se laisseraient un peu aller malgré tout. Et puis au-delà, ça devient beaucoup plus cher et très cher. Parce que moi, je considère qu'on ne respectera la réserve en eau que si on la paye. Donc il faut à la fois permettre aux gens modestes de bénéficier de l'eau, hein, qui est un bien précieux, mais pour ceux qui abusent et qui gaspillent, il n'y a pas de raison qu'ils payent le même prix. Alors, ce n'est pas tout à fait la philosophie générale au sein de la CASA, mais la CASA, aujourd'hui, respecte toutes les conditions de chacune des communes. Par exemple, à Antibes, c'est le prix de l'eau le plus bas de France. On s'en réjouit pour les Antibois, mais nous, comme je l'ai dit, on souhaite qu'on s'attarde un petit peu sur la qualité de l'eau. Alors, on espère que l'on va un jour effectivement nettoyer les rues avec l'eau de recyclage des eaux usées. Antibes va pouvoir le faire cette année. Ça lui a pris 1 an pour obtenir les autorisations de l'Agence régionale de santé qui était hostile parce qu'elle considérait que le traitement des eaux usées ne serait peut-être pas aussi bonne que ça et on pouvait mettre des microbes dans les rues. Donc vous voyez, les choses ne sont jamais aussi simples que les journaux vous les présentent. Il n'y a pas le blanc, le noir. C'est toujours plus compliqué que la présentation qui est faite. Bien sûr, c'est plus normal de laver les rues avec une eau de médiocre qualité qu'on ne boit pas. Mais le retraitement des eaux usées, ça va se faire à Antibes. Nous dépendons de la station de Cagnes-sur-Mer, où jusqu'à présent, on n'a pas eu d'éléments qui nous ont été donnés pour voir de quelle manière les choses pourraient être faites. Je rappelle que nous finançons pour plus de 50% les 3 communes, Lacolle, Saint-Paul et Villeneuve, la station d'épuration dite de Cagnes, qui est surtout une station intercommunale, hein, et que j'espère que nous pourrons avoir des solutions avec Cagnes-sur-Mer. Nice va le faire, Antibes le fait, je ne doute pas que ça puisse se faire aussi de notre côté, mais nous ne sommes pas tout seuls. Après, concernant le phénomène de sécheresse, c'est important, nous sommes déjà en alerte sécheresse. Vous avez vu que le niveau du Loup était bas. Il faut savoir que nous avons une ressource en eau tout à fait bonne dans l'ensemble, puisque nous avons une nappe phréatique, même si aujourd'hui elle est plus faible que ce qu'elle était les années précédentes, sur lequel nous pouvons faire face. Le problème, ce n'est pas la population de Villeneuve, c'est surtout quand on va avoir les touristes, où là, on double hein, la production d'eau. Aujourd'hui, c'est 5000 mètres cubes par jour. Lorsque ça va être l'été, ça sera 10 000 ou 11 000. Alors, nous avons la chance de bénéficier d'un forage qui a été fait par nos anciens en 1994, hein, qui nous permet, quand la nappe phréatique est trop basse, de basculer sur le puits profond. Il est à 350 mètres et qui nous permet d'avoir une eau qui se mélange. Simplement, l'effet de la montée des eaux côtières fait qu'aujourd'hui, il y a un peu de salinité qui intervient dans ce puits profond et donc qui exige là aussi un traitement avant de pouvoir la mélanger avec celle de la nappe phréatique. L'été dernier, c'est ce que nous avons fait. Quand on arrive à des 9 000, 10 000 mètres cubes par jour, à ce moment-là, on passe au puits profond avec l'autorisation de l'Agence régionale de santé et on fait un mix, ce qui permet de redescendre la consommation sur la nappe phréatique à seulement 4 000 à 5 000 mètres cubes d'eau. Donc,
si l'on veut éviter la pénurie, il faut simplement pour tous être raisonnable. Voilà pourquoi nous ne pratiquons pas la persécution de l'interdit comme d'autres. Nous vous demandons simplement de faire attention, de respecter les conditions demandées, arroser de nuit, c'est-à-dire tôt le matin, qui est le meilleur moment, tôt le matin, plutôt que le soir, parce que quand il y a les chaleurs, arroser le soir, ça rafraîchit peut-être la maison, mais ce n'est pas terrible, il y a du gaspillage quand même. Donc plutôt tôt le matin. Et puis de veiller quand même à laisser de l'eau pour nos amis les bêtes. Parce que ceux qui ont tout coupé, ils ont fait crever aussi les insectes, la biodiversité, dont généralement ils nous font une démonstration importante. Oui, c'est important. Donc il faut donner des coupelles d'eau pour les hérissons qui sont assoiffés, pour les grenouilles, les crapauds, pour toutes les bêtes. Alors il y en a qui disent oui, mais les moustiques, il n'y a pas de moustiques sur de l'eau propre. Il y a des moustiques que sur de l'eau sale, sur de l'eau qui est croupie. C'est ça qu'il faut éviter. Ce n'est pas l'eau en elle-même, il faut la changer tout simplement. Et vous verrez que si vous avez un jardin, vous aurez la surprise d'avoir vu des visiteurs le soir qui laissent d'ailleurs des petites traces autour et qui prouvent qu'ils avaient besoin d'eau. Donc nous, ici à Villeneuve, on vous demande dans les copropriétés d'arrêter à nous mettre du gazon partout. Ça ne sert à rien. Reconvertissez-vous. Mettez plutôt des plantes qui supportent la sécheresse, des plantes méditerranéennes. Faites des potagers aussi, tant qu'à faire, et c'est ce qu'on veut lancer ici, c'est que les copropriétés se lancent plutôt dans des cultures de potager qui aura le mérite en plus de se retrouver ensemble dans la copropriété et non pas simplement lors des assemblées générales pour parfois s'invectiver. Donc voilà, ça permettra de mieux vivre ensemble encore, et puis d'être attentif. Si chacun fait attention et ne gaspille pas, consomme raisonnablement, en plus il se dira qu'il paiera moins aussi à l'arrivée, donc il n'y aura pas de souci. Pour l'anecdote, en préfecture, ils réfléchissaient à faire en sorte que les policiers municipaux soient formés pour aller vérifier si l'herbe est verte dans les propriétés. Alors je vous assure que si l'herbe est verte dans les propriétés, il y avait l'idée de verbaliser. Il y a des gens qui ont déjà fait des récupérations d'eau eux-mêmes et qui arrosent ainsi de cette manière. Ça, c'est intelligent, c'est pertinent. Donc on n'oblige personne. Et ce n'est pas nous qui irons vérifier, comme pour les masques, si on fait bien les choses ou autres. Nous faisons le pari toujours de l'intelligence, de la responsabilité. Bien sûr, il y a des gens qui se moquent de tout, c'est comme pour les encombrants, mais nous, on ne regarde jamais le petit bout de la lorgnette. Nous regardons la masse de nos concitoyens parfaitement éduqués et responsables, qui fait attention, et puis on laisse de côté les marginaux qui, eux, de toute manière, même sur la Lune, ils arriveraient à gaspiller toutes les pierres qui y sont, donc on ne s'inquiète pas pour cela. Ce n'est pas cela qui doivent nous interpeller. Par exemple, il est recommandé de fermer les douches. On a laissé 2-3 douches malgré tout parce qu'il n'y a pas tellement de monde qui prend son bain en ce moment. Et ce n'est pas ça qui va coûter de l'eau. C'est plus préoccupant quand il y a le nettoyage des bateaux au port de Marina, où là, nous sommes très vigilants avec la police portuaire, qu'il n'y ait pas de gaspillage. Et je peux vous dire que là, ça fait plus de dégâts que le pauvre gars qui prend sa douche après s'être baigné à 14 ou 15 degrés pour l'instant, ce qui est quand même pas tellement fréquenté encore. Bien écoutez, on me dit qu'il n'y a plus de questions pour le moment, mais il y en aura forcément d'autres par la suite. On m'a posé une question auquel je n'ai pas directement répondu. J'ai répondu sur maire et citoyen, donc je vous invite, dans la parole de Grenouille, vous avez tous les renseignements pratiques pour avoir toutes les informations de la commune, notamment l'application maire et citoyen. Elle est gratuite et vous avez toutes les infos. Donc vous êtes presque 1500 à avoir pris l'appli. On est quand même 16 000 habitants, donc il va falloir forcer un peu. Et notamment sur les risques. Quand il y a du vent, quand il y a de la sécheresse, tout de suite vous avez l'information. Vous avez aussi les programmes à venir. Donc je vous engage à charger cette application, d'autant plus que InfoRisque, on va la supprimer à terme puisqu'on paye pour ça. Donc là, il n'y a rien à payer. Si vous pouvez charger l'application maire et citoyen, ça sera une bonne chose. Et vous apprendrez comme ça que ce week-end, nous aurons 2 jours consacrés à Romagna, c'est avec le consul de Roumanie, et des ministres roumains qui seront là, puisque la Roumanie est un pays francophone, francophile, et au travers du cinéma roumain, il y aura aussi des conférences au pôle culturel Escoffier.
Donc, je serai très heureux de vous rencontrer pour la circonstance. De même, il y aura un tournoi de rugby. Hein, et dans ce tournoi de rugby, nous aurons aussi quelques champions qui viendront nous rencontrer. Et puis, on aura la fête de la nature au mois d'avril. Je pense que c'est au 13 ou 15 avril, 16 avril, 17 avril, dimanche 17 avril, en plein cœur du village, où justement on pourra échanger sur toutes ces préoccupations. Alors, pour revenir à l'avenue des Baumettes et le terrain que nous le vendons parce que, je l'ai dit la fois dernière, on peut décemment rien en faire de sérieux. Nous avons voulu voir si on pouvait refaire une école à cet endroit. Bilan de l'opération, c'est 1 million d'euros. En faire un jardin, comme une dame me l'a dit, oui, on y a pensé aussi, figurez-vous, mais si on doit raser tous les bâtiments qui y sont, plein d'amiante, c'est une opération à 200 000 euros minimum. Et puis ensuite, il faut aménager un jardin pour une somme à peu près équivalente. Et donc, ça fait quand même cher le jardin, alors que nous allons en créer un près de la crèche des Rives, à l'entrée de l'école Anthony Fabre. Nous allons créer un beau jardin d'enfants sur un espace qui est déjà libre et qu'il sera facile d'aménager. Donc, vous pourrez effectivement amener vos enfants là. Je rappelle qu'au bout de l'avenue des Baumettes, le chemin des Essarts, il y a un jardin d'enfants que personne ne connaît. Donc, c'est assez facile pour s'y rendre. Et qu'à cet endroit-là, il y a aussi un terrain d'évolution pour les ados, avec des poteaux de hand et de basket, certes un peu rudimentaires, mais qui fonctionnent. Donc, on m'a demandé aussi de faire des city-stades. Le problème des city-stades, quand on est sur le secteur de la 7, alors là, pour le cas, c'est comme pour Action, vous voyez, ça attire pas forcément les jeunes de notre commune, mais de ceux qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas forcément aussi bien éduqués. On en avait un à l'entrée de l'école Anthony Fabre. Peut-être qu'on le rouvrira avec le jardin d'enfants, nous verrons, hein, parce que nous l'avons fermé du fait que les voisins qui n'étaient pas très loin du côté du soleil levant étaient dérangés par les bruits occasionnés. Donc, il faut toujours regarder le périmètre environnant quand on fait quelque chose. On satisfait les uns, mais on mécontente les autres. Donc, on est préoccupé de permettre à des jeunes ados de pouvoir taper dans un ballon, se défouler. Donc, le city-stade que nous avons déjà dans l'école Anthony Fabre, on peut se réorganiser pour le faire accéder. Mais, je le répète, sur la 7, ça circule beaucoup, même malgré les embouteillages. Et ça attire aussi une population qui n'est pas forcément... ça ne va pas forcément profiter aux jeunes du quartier. D'autres viendront et ça veut dire qu'il faut à ce moment-là le garder, l'organiser comme on fait pour le skatepark. Donc ça veut dire de la dépense aussi. Pourquoi pas? Mais c'est une autre organisation. Donc on est fermé à rien et on lit bien avec attention les remarques que vous nous faites, les suggestions. La seule chose que je peux vous dire sur l'avenue des Baumettes, quels que soient ceux qui achèteront et qui nous procureront d'ailleurs des ressources par les temps qui courent, ça n'est pas négligeable, c'est qu'on sera très vigilant pour préserver un coin qui soit agréable pour le quartier, notamment avec les oliviers qui sont très beaux. Et ça, on ne compte pas en faire cadeau à qui que ce soit lors de l'achat de ce terrain. Donc là aussi, faites-nous confiance, hein, parce que nous aussi, on souhaite que dans tous les quartiers, il puisse y avoir un côté agréable à vivre et pas simplement de subir des désagréments. Voilà, c'était tout le tour qu'on pouvait faire ce soir. Donc, j'espère que le premier lundi de mai, nous n'aurons pas de contraintes pour pouvoir reprendre les rendez-vous. Hein. C'est le 1er mai, alors c'est la fête des travailleurs, comme on dit. Alors, si c'est le 1er mai, on refera comme l'autre fois, on le fera le dernier lundi d'avril, hein, ce qui ne sera pas plus mal non plus, ce qui évitera de prendre trop de temps. Une bonne nouvelle pour finir, parce que nous l'avons signé la semaine dernière, c'est toujours pas paru dans la presse, donc je vais vous le dire en direct. Eh bien, à Marina, le permis de construire a été déposé il y a quelques jours pour refaire là où il y avait Biovimer, qui était un chancre pas possible, avec des pollutions invraisemblables et des affaissements, refaire un ensemble qui permette les activités portuaires, notamment la capitainerie, et puis aussi un hôtel de grande qualité de 61 places avec un restaurant, avec des salles de conférence, des possibilités de faire des colloques dans cet endroit, un lagon reconstitué en eau de mer
et puis aussi des nurseries de poissons qui seront préservées, donc dans le cadre du port propre et environnemental que nous voulions. Et cet hôtel, eh bien, le groupe Eiffage l'a signé avec la chaîne Hilton. Et donc, si Hilton s'installe à Marinas, c'est qu'ils doivent bien penser que le jeu en vaut la chandelle. Et nous, ça nous satisfait parce que Hilton, c'est international, c'est mondial, c'est une chaîne de grande qualité, 4 étoiles plus. C'est valorisant pour la commune de Villeneuve-Loubet, qui est désormais davantage encore identifiée. Et Marina Hilton, ça porte bien dans la qualité que nous supposons. Ça veut dire que les gens qui habitent sur le secteur vont en profiter d'un avantage certain, mais aussi les autres. Ça n'est pas réservé qu'aux privilégiés. Le restaurant, il sera accessible à tous. Et de même, les salles de conférence et les réunions qui pourront s'y faire. Après, si on veut faire un extra et se payer une chambre en regardant la mer, je pense que ça fera partie des cadeaux d'anniversaire, de mariage ou non, hein, qui sont toujours possibles. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de qualité et on espère qu'on n'aura pas de recours en la matière. On dit toujours au départ un recours gracieux, moi j'appelle ça plutôt des recours disgracieux, parce que dans une opération de cette nature, ce n'est que de la qualité et de la valorisation d'un site qui a été bien malmené ces dernières années. Donc voilà, c'était la bonne nouvelle que je pouvais indiquer. Lors du dernier conseil municipal du 9 mars, nous avons aussi délibéré pour le projet de l'Ermitage. Là aussi, la presse a les éléments, mais nous attendrons que la presse en parle pour y revenir sans aucun doute la fois prochaine. Et une dernière question. J'aurais dû arrêter de parler en fait, comme ça c'était bien. Il y a M. Villa qui a vu hier à la colle le chantier de la piscine et qui demande s'il y a des accords pour que Villeneuve bénéficie de tarifs comme les Caulois. Pour bénéficier des tarifs comme des Caulois, il faudrait qu'on participe au financement de la piscine. Et je crois savoir que la piscine de la colle n'était pas très excessive par rapport à d'autres. Alors, ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Bien entendu, la commune de la Colle-sur-Loup a sa logique de rentabilité de ses équipements et dont nous facturera le différentiel. Donc, de deux choses l'une, ou c'est le particulier qui se rend à la piscine qui paye, ou c'est le contribuable qui ne va pas à la piscine qui le paye aussi. Je vous avoue que notre philosophie n'est pas très socialiste en la matière et qu'on considère que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Par contre, le plus important pour nous, c'est les enfants des écoles. Et nous avons un accord avec la piscine d'Antibes qui nous permettra pour nos enfants d'aller à la piscine d'Antibes, qui est une très belle piscine, qui va être elle aussi en rénovation. Mais le partenariat demain pourra se faire aussi peut-être avec Antibes. Il n'y a pas que la Colle-sur-Loup. Je vous rappelle que Antibes ou la Colle-sur-Loup, c'est toujours la CASA. La seule chose dont on est sûr, c'est que même si nous avons rêvé de pouvoir faire, pourquoi pas, un bassin écologique ou un équipement pédagogique sur l'apprentissage de la natation, sur lequel nous étions prêts à investir, les conditions que ça suppose aujourd'hui de consommation d'eau nous fait revoir ça pour un petit peu plus tard et d'attendre de meilleurs moments que les périodes de sécheresse que nous vivons. C'est bien évident que le fonctionnement et l'utilisation de l'eau, là aussi, est quand même un problème. Mais nous réjouissons que l'équipement de la Colle-sur-Loup soit aux normes désormais et permette d'accueillir tous nos concitoyens. Très honnêtement, les tarifs que pratiquait la Colle-sur-Loup étaient quand même très accessibles pour tous. Donc, mais je répète, si on met le même prix qu'à la Colle-sur-Loup, il faudra payer la différence au niveau des impôts. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Tout a un coût, rien n'est gratuit. Mais on a le temps d'en reparler parce que la piscine n'est pas encore opérationnelle, donc on verra s'il y a des possibilités, pourquoi pas. Voilà, écoutez, c'était la dernière des dernières. Et je vous donne rendez-vous la fois prochaine. Continuez à nous envoyer des remarques sur l'application Maire et Citoyens. Parfois, lorsque c'est urgent, par Allo Mairie, qui est toujours disponible, avec Laetitia Lutigno, bien sûr, de nous signaler les petits problèmes du quotidien, un trou par-ci, un lampadaire fracassé par
un alcoolique du samedi soir, dimanche matin, hein, parce que la consommation de mobilier urbain qu'on fait au lendemain des week-ends, c'est quelque chose quand même. Hein. Ça, ce n'est pas des sujets de médias, mais je peux vous dire que ça a un coût pour la commune et réparer, se faire rembourser, les assurances, enfin, c'est pas toujours très simple et c'est quand même assez agaçant de voir détruit des équipements divers et variés. Enfin, ça, c'est le lieu commun dans bien des communes. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée d'abord, bonne continuation et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. On est là pour écouter, pour entendre et surtout vous apporter les explications nécessaires sans phare, voilà, sans trucage. À bientôt.